Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bonjour, bienvenue dans la demi-heure radioactive animée sur Radio Galère par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un communiqué de presse daté du 5 décembre dernier qui émane de la CRIRAD, dont le président Roland Desbordes est avec nous aujourd'hui. Bonjour Roland. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les mesures de la radioactivité au Japon après Fukushima et les conséquences sanitaires de cette radioactivité, est-ce que tu pourrais, d'une part, nous expliquer brièvement ce qu'est la CRIRAD, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, et puis, dans un second temps, comme on va sans doute utiliser des termes un peu techniques, est-ce que tu pourrais nous faire un bref rappel des unités de mesure de la radioactivité, les becquerels, la différence avec le sievert, voilà ce que ça représente, s'il te plaît. D'accord. Bien. Eh bien, d'abord, oui, la CRIRAD, c'est Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Elle est née c'est une association, loi 1901, elle est née il y a 26 ans. 26 ans, c'était Tchernobyl en France. Alors, évidemment, les jeunes, pour eux, c'est de l'histoire ancienne. Pour les gens d'un certain âge, c'est un mauvais moment, un mauvais souvenir, en tout cas, puisque ça a été la première catastrophe, la vraie catastrophe nucléaire, celle qui n'avait pas été prévue, évidemment, et qui n'avait pas même été envisagée. Donc, on n'était pas prêt, personne n'était prêt à vivre ces moments-là. Puisqu'il venait de se produire l'impossible, donc ça c'est toujours difficile à admettre. Et donc nous en France, on a vécu une situation particulière, c'était les mensonges sur la présence de radioactivité de ce nuage entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas de particules, pas de vapeur d'eau, c'était des particules radioactives qui a survolé la France au début mai 86. Et nous, en réaction, on a créé une association pour avoir accès à cette information qu'on nous avait confisquée. Et avec Fukushima, aujourd'hui, on voit comment l'histoire se répète sur la contamination de l'environnement. Et pour ça, il fallait avoir un outil, et l'outil, c'est le laboratoire. C'est comme ça qu'on a décidé de créer un laboratoire, évidemment indépendant des exploitants et de l'État, pour analyser, rechercher cette radioactivité. Et évidemment, on l'a retrouvée, cette radioactivité, et on l'a trouvée à des niveaux qui étaient tout à fait inacceptables. On aurait bien dû prendre des mesures de protection des populations en 86, chose qu'on n'a pas faite. Et c'est comme ça qu'est donc née la CRIRAD. Elle est née d'abord à Montélimar, puis aujourd'hui elle est à Valence, dans la Drôme. Très bien. Donc, vous êtes des scientifiques, vous ne vous présentez pas comme antinucléaire, voilà, vous vous présentez donc, comme... dans les objectifs de la CRIRAD, effectivement, il n'y a pas de vocation antinucléaire par principe. Nous sommes critiques par rapport à la radioactivité partout où elle peut poser des problèmes de santé, et ça touche aussi bien le militaire que le médical, le naturel. Évidemment, l'industrie nucléaire est bien notre objet principal, mais ce n'est pas le seul. Et on n'a pas décidé au départ de dire de militer contre le nucléaire. Il y a d'autres associations comme vous qui le font très bien et dont c'est l'objectif. Et évidemment, nous sommes en appui pour ces associations pour apporter les éléments qui sont utiles pour dénoncer tout ce qui ne va pas dans le nucléaire. Très bien. Alors donc, en appui, est-ce que tu peux donc nous expliquer, alors rapidement, je sais que c'est compliqué la radioactivité, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, comment on la mesure, puisqu'on se réfère toujours soit à des becquerels, soit à des débits de dose mesurés en sievert. Donc ça, c'est un petit peu technique, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas habitués à parler avec ces unités de mesure-là. Alors c'est vrai que la radioactivité, c'est quelque chose dans lequel on vit depuis l'origine de la Terre et qu'on a découvert très tardivement d'ailleurs, puisqu'il y a une centaine d'années seulement qu'on l'a découvert, alors qu'elle était là, mais on l'avait pas perçue, on savait pas qu'elle était là, et
Et il a fallu beaucoup de temps pour que d'ailleurs on s'aperçoive qu'elle présentait des risques pour la santé. Au départ, comme toute nouvelle découverte, on imaginait le bonheur, tous les bienfaits que ça pouvait le représenter. Et on a mis longtemps à se rendre compte que la radioactivité, oui, elle est bien là, mais elle pose des problèmes de santé. Et avec le développement d'abord du nucléaire militaire, puis de l'industrie nucléaire, on en a rajouté dans l'environnement. Alors, ces connaissances que nous avons aujourd'hui de la radioactivité sur le plan scientifique, elles sont en même temps intéressantes, en même temps elles ont progressé dans le temps, et en même temps elles sont assez incomplètes. C'est-à-dire qu'on a encore pas mal de zones d'incertitude ou d'interrogation. Alors, la première unité sur laquelle on a travaillé dès le départ, c'était à partir des atomes radioactifs, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, c'est-à-dire soit qu'ils soient présents naturellement dans la nature ou qu'ils viennent de l'industrie nucléaire, militaire ou civile, eh bien, ces atomes radioactifs émettent des rayonnements. Mais ces rayonnements ne sont pas détectables par l'homme. Nos sens habituels ne nous informent pas. Ça, c'est assez troublant. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé. Comment notre corps n'a jamais été équipé de capteurs de radioactivité. C'est troublant. Il a des capteurs de température, de pression, d'humidité, mais il n'a pas de capteur de radioactivité. C'est pour ça qu'on l'a donc découvert très tard. Et les rayonnements qu'il émet, que les atomes radioactifs émettent, ils sont en même temps très énergétiques, et en même temps, on ne les sent pas. C'est ça qui est encore plus troublant, je dirais. Si on était devant des rayonnements de très très faible énergie et qu'on ne soit pas équipé pour les capter, on pourrait comprendre. Or, ils sont de très haute énergie, ils sont même destructeurs pour les cellules, et en même temps, on ne les sent pas. Même à des très très fortes doses. Donc, c'est le côté troublant. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas été équipé de ce genre de capteurs. Alors, la première unité qu'on va avoir, c'est est-ce qu'un matériau radioactif va émettre beaucoup de rayonnement ou pas? Et c'est la première unité qu'on utilise, donc c'est le Becquerel, c'est le nombre de rayonnements émis par seconde dans un matériau. Donc on parlera d'un litre ou 1 kilo ou 1 mètre carré ou d'une surface, d'un volume ou d'une masse, et on va dire, tiens, dans ce matériau, il y a tant de radiations par seconde qui sont émises par le matériau. On parlera d'activité, c'est-à-dire c'est très actif, donc ça émet beaucoup de rayonnements, ou c'est très peu actif, ça en émet très peu. Mais ces rayonnements, il faut qu'ils vous atteignent pour qu'ils provoquent des dégâts dans le corps. Si le matériau est à distance de la personne, très loin, évidemment les rayonnements auront du mal à atteindre la personne. On pourra parler à ce moment-là de risque négligeable. Par contre, si le matériau il est très proche de la personne, ou même à l'intérieur de la personne, parce qu'on a mangé des produits radioactifs, ces rayonnements ils vont bombarder le corps humain, soit de l'extérieur ou de l'intérieur, et là ils vont provoquer des dégâts. Et les dégâts qui sont provoqués dans le corps humain, c'est-à-dire dans les cellules, eh bien, on exprime ça dans une unité qui s'appelle le sievert. Anciennement, c'était le REM, ce qui voulait dire Rad Equivalent Men, en anglais, et le sievert exprime les dégâts. Alors, les dégâts, c'est là que ça devient un peu flou, c'est-à-dire que ça veut dire quoi, les dégâts? Eh bien, c'est des cellules qui vont être endommagées et qui soit vont mourir, soit vont être réparées, mais aussi elles peuvent être mal réparées. Et dans ce cas-là, on parle d'atteinte à la cellule. La cellule va être endommagée. Et soit cet endommagement est très important et la cellule va mourir, c'est pas forcément le pire, soit cette cellule va être endommagée mais va continuer à survivre. Mais elle aura un défaut. Et ce défaut, eh bien, au fil du temps, il va se recopier et un jour, on ne sait pas quand, peut-être jamais, mais peut-être demain, va se transformer en une cellule anormale dite cancéreuse. Et on sait que les effets sur la santé, ce sont surtout des cancers. Mais si c'est des cellules de reproduction, ce seront des anomalies génétiques. Et aujourd'hui, on s'interroge sur d'autres pathologies. Quand on endommage des cellules, ça peut aussi créer d'autres pathologies. Et on s'interroge beaucoup justement sur d'autres pathologies qui pourraient être corrélées
au rayonnement émis par les atomes radioactifs. Voilà en quelques mots. C'est très clair. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va rentrer un peu plus dans le sujet, là, qui est effectivement les mesures de radioactivité que vous avez effectuées, que la CRIRAD a effectuées autour dans la zone de Fukushima. Je pense que ça date de juin, c'est ça, juin 2012, c'est-à-dire. Alors, il y a eu 2 séries de mesures. Il y a une série de mesures, on est allé 2 fois au Japon, qui date donc de juin 2011 et de juin 2012. Voilà, donc comme ça, il y a un comparatif. Voilà. Et alors, on retrouve dans votre communiqué de presse certaines mesures. Alors, ça me semble affolant, mais là encore, comme je ne suis pas très sûre de ce que ça représente, il va falloir que tu nous expliques ça. Par exemple, on parle d'un quartier dans la cité de Fukushima, donc il y a une 60aine de kilomètres de la centrale, où on a 700 000 becquerels par mètre carré de césium. Alors, c'est beaucoup, ça, Ça me paraît beaucoup, 700 000. Mais est-ce que par rapport à une norme, est-ce qu'il y a une norme? Non, la norme, ce serait 0. Normalement, ce césium-137 n'existe pas dans l'environnement. Donc, la norme sur le césium-137, c'est 0. À partir du moment où vous trouvez le premier becquerel de césium-137, ça s'appelle une pollution. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, il n'y a pas de norme en situation normale pour le césium-137, puisque c'est un polluant de l'environnement. Il n'a pas de raison d'être là. Donc, c'est évidemment un chiffre très élevé. Nous, par exemple, à la suite de Tchernobyl, on a des zones de l'Est et du Sud-Est de la France qui ont été touchées à 30 000, 50 000 becquerels par mètre carré en césium. C'est-à-dire qu'un mètre carré sur 1 mètre carré de sol, il est tombé suffisamment de radioactivité pour que chaque mètre carré, pendant une seconde, chaque seconde, émette 30 000 ou 50 000 rayonnements. Là, à Fukushima, dans un quartier de Fukushima, on est à 700 000, c'est-à-dire 10 fois ou 20 fois plus. Et ça, c'est un an après le début de la catastrophe. Oui, bien sûr. Mais ce césium-137, comme il a une demi-vie de 30 ans, il diminue très lentement dans l'environnement, parce qu'il va se désintégrer au fil du temps, mais en diminuant très peu. Nous, par exemple, le césium de Tchernobyl, qui est tombé il y a 26 ans, il n'a pas encore diminué de moitié. C'est-à-dire que, vu qu'il ça fait 26 ans, il a une demi-vie de 30 ans, il en reste encore plus de la moitié dans notre environnement de ce césium de Tchernobyl. Alors évidemment, dans l'environnement, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément rester là où il a été déposé. Il peut se déplacer dans l'environnement, avec les ruissellements de la pluie, des eaux, du vent qui va pouvoir déplacer ces particules. Mais là où cette radioactivité est restée bien en place, eh bien vous la retrouvez parfaitement aujourd'hui, puisque cette radioactivité n'a fait diminuer que de moitié depuis 26 ans. Alors à 700 000 becquerels par mètre carré, évidemment, on est équivalent à ce qu'on trouve dans la zone, pas dans la zone interdite de Tchernobyl, on est à des millions de becquerels par mètre carré, donc on est à un ordre de grandeur au-dessus, c'est-à-dire 10 fois, voire 20 fois plus. Par contre, on est bien dans les zones reconnues contaminées de Tchernobyl, mais non évacuées aujourd'hui, mais où on sait qu'il y a des problèmes de santé dans la population qui vit dans ces zones-là. Alors, ça m'évoque deux choses. D'une part, les limites, c'est-à-dire à partir de quel moment un gouvernement ou des autorités soi-disant responsables décident qu'il faut évacuer une population. Enfin, je sais qu'il y a des normes internationales. Et est-ce qu'on pourrait parler un peu de ça, de ces normes? Et ce qui s'est passé, les normes qui ont été appliquées à Tchernobyl et puis les normes qui n'ont pas été appliquées puisqu'elles ont été relevées à Fukushima. Tu peux nous expliquer ça un peu? Il n'y a pas de normes. Vraiment, il n'y a pas de normes internationales. Et chaque pays, en fait, au fil du temps, applique des règlements, des normes qui varient avec le temps et qui varient surtout en fonction de la pression des populations. Tout le monde sait que ça coûte très cher et que c'est ingérable, un accident nucléaire. C'est ingérable. On ne peut pas protéger les populations efficacement. Donc,
on va se limiter à des mesures de protection des populations qui seront forcément limitées. Il y aura forcément des dégâts. Ça, c'est, je dirais, c'est écrit d'avance. Alors, combien de dégâts? Ben ça, c'est le curseur, il est placé en fonction des réactions des populations. Si les populations ne bougent pas, comme au Bélarus, elles n'ont pas le choix. Hein, c'est un régime particulier, politique, hein, policier, et financier, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Eh ben, s'ils n'ont pas le choix, ils seront mal protégés. Si vous râlez, si vous intervenez, si vous protestez, vous aurez une petite amélioration de la protection. Il ne faut pas se faire d'illusions. De toute façon, il y aura des victimes. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas y échapper. Parce qu'on ne peut pas évacuer, enfin, on ne peut pas, alors ça voudrait dire mettre des moyens que personne ne voudra jamais mettre de protection des populations. Sachant que le nucléaire n'est pas assuré, vous ne pourrez même pas vous retourner contre une assurance quelconque. Donc, vous êtes condamné à dialoguer ou à essayer de dialoguer avec les autorités pour dire mais est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose quand même pour les enfants, pour les écoles, etc. Vous êtes à mendier en fait une protection. Ça c'est la condition, je dirais, du nucléaire en situation de catastrophe. Il faut qu'on le sache. Ce serait pareil chez nous, hein. Parce que je pensais en fait à... Il y a un organisme là qui s'appelle la CIPR, qui est la Commission internationale de protection radiologique, qui considère quand même qu'il y a une espèce de norme qui serait admissible, qui correspondrait à... c'est le 1 millisievert par an. Ce qui veut dire pour eux c'est acceptable parce que ça représente une dizaine de cancers pour 100 000 personnes exposées. Et alors ce 1 millisievert par an, alors qu'on sait par ailleurs qu'il n'y a pas de, il y a pas de seuil, hein, que la première, comme tu l'as dit, la première élément radioactif, c'est la première radiation, elle a un effet. Alors au Japon, ça s'est passé comment ça par rapport à ce millisievert là? Qu'est-ce qui... Cette norme, alors c'est vrai qu'il y a une norme internationale qui dit qu'il ne faut pas dépasser 1 millisievert, qui est adoptée par pratiquement tous les pays, hein, mais attention, cette norme, elle est valable en situation normale. Ça, c'est pour le nucléaire au long cours, c'est-à-dire sans accident. En cas d'accident nucléaire, il n'y a plus de normes. Du moins, les normes explosent. C'est-à-dire que, parce que si on voulait appliquer cette norme d'1 millisievert, eh bien, il est clair qu'on aurait dû évacuer 80 km au-delà de Fukushima, et pas 20 km. On aurait dû évacuer 300 km autour de Tchernobyl, et pas 30 km. Et que, financièrement, aucun pays ne veut prendre, aucun État ne va prendre, je dirais, ne va faire ce choix de limiter le risque, qui n'est pas nul. Comme tu le dis, il n'est pas nul, ce risque. Il est considéré comme acceptable par nos autorités. Bon, ça, c'est elles qui le disent. Moi, on ne nous a jamais posé la question à nous les citoyens. On n'a jamais demandé, est-ce que vous êtes d'accord pour que le développement de l'énergie nucléaire puisse induire des doses de l'ordre du millisievert par an, ce qui veut dire un certain nombre de morts dans l'année, hein, chaque année. Eh bien, on ne nous l'a jamais posé cette question. Mais cette protection qui est en situation normale, qui est censée jouer en situation normale, en cas d'accident, elle explose complètement, puisqu'on ne peut pas l'appliquer. Donc la CIPR, elle parle en fait des situations normales, et pas de la situation accidentelle. Et là, on l'a bien vu avec les Japonais, mais comme on l'a vu à Tchernobyl, c'est que comme on ne peut pas les appliquer, eh bien, on relève les normes. Ou alors, ce qui a été démontré dans le communiqué CLIRA, c'est qu'on ne tient compte que d'une partie de la dose. On tient compte, par exemple, que de l'irradiation extérieure et pas de la contamination interne. Ou bien, on raisonne toujours sur la dose à venir. Et on oublie que ces gens, ça fait 1 an et demi qu'ils vivent en zone contaminée et qu'ils s'en sont déjà pris dans la figure. Et on dit, à partir de maintenant, la norme, c'est 1 millisievert. Oui, mais ils s'en sont déjà pris combien avant, tous ces gens-là?
Oui, et d'autant que la norme, les autorités japonaises ont relevé la norme à 20 millisieverts par an, ce qui est la norme, je crois, pour les travailleurs en France, les travailleurs du nucléaire en France. Et ça c'est appliqué, c'est-à-dire qu'on n'évacue pas, on n'évacue pas en dessous de 20 millisieverts par an, mais ça vaut pour les nourrissons, pour les femmes enceintes, pour voilà. Et alors, il y a dans votre communiqué de presse que vous avez mesuré dans la ville de Fukushima. Euh, des doses à zéro, des débits de dose à 0,84 microsieverts par heure. Donc ça, c'est à 70 km de la centrale, et c'est donc plus d'un an après. Alors 0,84, soyons techniques, microsieverts par heure, ça représente quoi par an à peu près, ça? Mais ça veut dire que dans une année, en vivant à cet endroit-là, on est à peu près 10 fois l'irradiation naturelle au Japon, hein, parce que chez nous, c'est légèrement plus élevé, l'irradiation naturelle. C'est-à-dire que pour les Japonais, il faut toujours situer, c'est pas dans l'absolu, c'est dans le relatif. Il faut situer les conditions dans lesquelles vivaient les Japonais avant Fukushima. Avant Fukushima, on était à 10 fois moins. On était à 0,08, 0,09. Là, on est passé à 0,8. Hein, donc, on est passé, ça a été multiplié par 10. Donc, ça veut dire 10 fois plus d'irradiation, ça veut dire de l'ordre de quelques millisieverts par an. Mais ça, ce n'est que l'irradiation externe. Oui, il faut savoir que ces gens-là, ils mangent, ils respirent, ils boivent des produits qui sont contaminés. Et il faut ajouter à cette dose d'irradiation externe la contamination interne. Il est inévitable si vous vivez dans cet environnement-là. Et là, évidemment, ça peut être multiplié par 2, par 5, par 10 encore, cette dose. C'est pour ça que nous considérons que ces zones-là ne devraient pas, aujourd'hui, devraient faire l'objet d'un contrôle strict des aliments et voire d'une évacuation. Alors, il y a des programmes de décontamination dans ces zones-là. On en a parlé souvent ici. Est-ce que ça sert à quelque chose, ça, d'aller nettoyer les toits, débrancher les arbres? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ou c'est... Malheureusement, je dirais que c'est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. C'est mieux que rien, mais c'est illusoire de croire que dans un environnement contaminé, on va pouvoir continuer à mener une vie normale. Je parle d'une vie normale, moi. Je ne parle pas d'une vie de cloîtré où on interdit aux enfants de quitter le goudron, ils ne pourront plus jouer dans l'herbe. Est-ce que c'est encore mener une vie normale, ça? Donc mener une vie normale dans un environnement où comme ça, non, c'est pas possible. Alors, c'est mieux que rien, mais pour moi, le drame, c'est que, en fait, on renvoie la responsabilité vers les victimes, quelque part. On les victimise une deuxième fois. C'est-à-dire que on les rend responsables de leur propre devenir. En leur disant, vous avez qu'à décontaminer votre toit. Mais ils sont responsables de quoi, les gens là? Et ils ne sont que des victimes et encore victimes d'être obligés ou d'essayer d'améliorer son quotidien dans l'environnement contaminé. C'est pas acceptable, ça. Pour moi, c'est inhumain. Et on leur fait croire que ça sert à quelque chose en plus. Et alors, tu parlais de... On va revenir au mouvement là, citoyen, mais tu parlais de contamination interne, parce qu'effectivement, tout ça se cumule. C'est l'irradiation externe, la contamination. Et alors, il y a des gens qui se munissent d'instruments pour mesurer ça, hein, des citoyens. Et alors là, j'ai des exemples, mais c'est pareil, moi, je comprends pas très bien ce que ça veut dire. Par exemple, dans le soja, on trouve donc à une certaine distance quand même de Fukushima, on trouve quelque chose de l'ordre de 13 becquerels par kilo. Dans les champignons, de l'ordre de 20 becquerels par kilo. Est-ce que ça, c'est significatif? Je suppose qu'il s'agit de césium 137 là. Oui, césium. Oui, césium. Voilà. Donc non, c'est pas des niveaux très élevés. Ouais. C'est clair. On est très en dessous des normes fixées en cas d'accident. Parce qu'en situation normale, la norme c'est 0, ce que je disais au départ. Donc, en cas d'accident, la norme pour les aliments adultes
elle est à quelques centaines de becquerels en césium pour un adulte et un peu moins pour un enfant. Ça dépend des pays, il n'y a pas d'uniformité au niveau mondial donc là-dessus, mais c'est de l'ordre de grandeur. Donc là, on est en dessous, donc on peut se dire, tout va bien, on peut en consommer tant qu'on veut. Sauf que si vous faites l'addition entre ce que vous trouvez dans les champignons, ce que vous trouvez dans le riz, dans l'eau, etc., vous pouvez très bien, c'est la totalité qui compte. C'est pas de prendre un produit isolé dans l'environnement. Dans la mesure où votre environnement est contaminé, vous en trouvez dans tout. Et c'est l'addition qui compte. C'est le résultat de l'addition qui compte. Et là, moi j'estime que pris isolément, ces champignons, nous par exemple, si on les mange, ces champignons, qui en mangeons une fois, 2 fois, 5 fois dans l'année, je ne sais pas. Pour nous, le risque sera ridicule, c'est clair. On peut très bien les consommer si on les a sur notre table, parce que nous, on n'est pas confronté à la situation du Japonais qui vit en zone contaminée. Lui, le Japonais qui vit en zone contaminée, il va consommer des becquerels du matin au soir. C'est ça la différence. Et là, l'addition, elle est lourde à l'arrivée. Nous, on a très bien vu sur la Corse, par exemple, avec Tchernobyl, on a pu faire des bilans, je dirais, des becquerels ingérés par les populations de la montagne corse. Eh bien, quand vous êtes enfant de berger corse et que vous vivez complètement en autarcie dans cette montagne, vous consommez le lait des brebis, vous consommez la viande des sangliers, vous consommez les légumes de votre jardin, tout est contaminé. Eh bien, l'addition, elle est très lourde à l'arrivée, et c'est ça qui compte. Alors, pris isolément, on peut rigoler en disant, oui, manger quelques dizaines de becquerels dans des champignons, c'est ridicule. S'il n'y a que les champignons contaminés, oui. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Oui, et comme ça constitue la base quand même aussi de l'alimentation là-bas, le soja, les algues, les champignons. Voilà. Il faut cibler évidemment sur les produits qu'on consomme en quantité, évidemment. Ouais. Alors, alors ça, ce sont des mesures qui sont effectuées par des citoyens en fait, parce que apparemment les autorités japonaises font défaut sur les informations par rapport à la radioactivité, en particulier que Fukushima Daiichi continue à recracher du césium, en veux-tu, en voilà. Et alors, pour contrôler la radioactivité, il y a des citoyens qui sont organisés. Je crois que vous avez aidé certains à monter, à mettre en place un laboratoire là-bas qui s'appelle le CRMS. Tu peux nous en parler un peu de... Mais disons, avec Fukushima, on a vu la grande différence avec Tchernobyl, c'est qu'il y avait Internet. Et du coup, la communication, évidemment, inter-pays, elle a beaucoup évolué. Et donc, les Japonais ont découvert, des citoyens japonais ont découvert la Kérade à travers Internet. Sinon, ils n'avaient jamais entendu parler de la Kérade. Et là, ils ont découvert qu'on avait monté un labo, etc. Donc, la première chose qu'ils nous ont fait, c'est qu'ils ont demandé de l'aide. Comment avoir des compteurs, d'abord, c'est la première chose qu'on a fait. On leur a envoyé des compteurs jugères. Et deuxièmement, ils nous ont demandé de venir là-bas. C'est pour ça qu'on y est allé au mois de mai-juin de 2011. Et on leur a mené les éléments d'un premier laboratoire pour mesurer la radioactivité dans les aliments, parce qu'un compteur GGR ne permet pas de tester fiablement des aliments. Donc on a ramené les éléments, les bases d'un premier laboratoire, et ils ont découvert effectivement combien c'était utile en situation comme ça. Et donc ils se sont formés, etc. Et ils ont maintenant 5 laboratoires, pas un, mais nous on en a qu'un à la Clérade. Ouais. On a 2 chaînes de spectro, mais eux ils en ont déjà 5. Parce qu'ils sont extrêmement dynamiques. Et il y a une demande évidemment très importante. Donc ils ont ouvert 4 labos à Fukushima et 1 labo à Tokyo, où les gens peuvent amener des produits pour les faire contrôler, parce qu'effectivement, les Japonais n'ont plus confiance dans leurs autorités. Et donc, voilà comment a démarré le CRMS, qui est vraiment le seul organisme qui fait des vrais contrôles dans l'alimentation au Japon. Alors, je sais qu'il y a des citoyens qui sont équipés de machines qui permettent de faire de mesurer la radioactivité dans les aliments, mais ça coûte, je sais plus, ça coûte 8 000 € ou 10 000 €. Enfin, voilà. Et ce qui est intéressant avec le CRMS, c'est qu'ils rendent public sur leur site internet les mesures. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est à l'image de la Kérade, hein.
Oui. Ils se sont fait, ils ont déposé des statuts. Oui. Et ils ont bien compris, ils ont compris que on pouvait jouer un rôle important en situation non accidentelle et surtout en situation accidentelle. Parce que là, la demande des citoyens, elle est énorme d'avoir des informations. Moi, je vois bien, là, tous les jours, nous, on reçoit 30 ou 50 mails tous les jours de gens à la Kéran qui nous posent des questions sur j'ai acheté des produits japonais, je vais aller au Japon, qu'est-ce que je fais, etc. La demande des citoyens, elle est énorme. Alors justement, en situation accidentelle, moi je me demande s'il y a des limites justement à ces initiatives citoyennes, parce qu'on a bien vu qu'après Tchernobyl, tous les programmes, nombreux programmes associatifs qui ont vu le jour pour mettre en place des mesures, aider les gens à manger propre, entre guillemets, ont été éliminés par les programmes officiels dont on parle très souvent ici, comme Ethos. Est-ce que tu sens quelque chose comme ça qui se dessinerait à Fukushima? Est-ce que ce serait dérangeant, les publications de ces citoyens ou... Il y a deux choses, je trouve, qui se passent au Japon. Non, mais après, c'est un peu tôt pour faire des bilans. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience et un réveil des Japonais qui dormaient sur leurs deux oreilles par rapport au nucléaire. Et là, le réveil, il est douloureux, très, très dur, très, très dur. Ils se rendent compte à quel point on leur a menti, on a laissé faire des exploitants, on a laissé tourner des installations, alors qu'on savait qu'il y avait des grands risques sur elles, etc. Donc, de ce côté-là, le réveil, il est douloureux pour les Japonais. Ils constatent combien ils ont une société qui n'est pas démocratique. Mais est-ce que le nucléaire peut être soluble dans la démocratie? C'est une vraie question. Mais en tout cas, eux, ils découvrent que, en gros, tout ça, c'était inéluctable quelque part, que ça se produise un jour. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui se passe, c'est la reprise en main des instances internationales. On a entendu il y a 1 an et demi, la plupart des gens dire « Ah ben, plus rien ne sera comme avant ». Ah bon, ça veut dire quoi? Ah ben oui, ça remet beaucoup en cause le nucléaire. Au final, 1 an et demi après, bon, à part les centrales nucléaires japonaises qui ont été arrêtées, ailleurs, ça n'a pas changé le nucléaire dans le monde. Or, pour moi, j'estime que ça devrait interroger tout le monde, ce qui s'est passé au Japon. Il y a eu Tchernobyl avant, Fukushima, ça devrait quand même, au final, interroger nos responsables politiques par rapport à l'énergie nucléaire. Est-ce que ce risque-là en vaut la chandelle? Bon, visiblement, les organismes internationaux reprennent vite la main dessus. En ce moment, se fait au Japon, enfin c'est dans les jours qui viennent, là, le 13-14 décembre, on refait la grand-messe qui s'est faite après Tchernobyl, où les organismes internationaux, en accord avec les gouvernements, sont en train de faire un premier bilan. Mais le premier bilan de Tchernobyl, on le connaît, c'était il n'y a rien à voir, circuler, tout va très bien, on a restauré une vie sociale, etc., etc. Eh bien, au Japon, on est en train de refaire le même truc. Et heureusement, la société civile se révolte, comme ça s'est pas bien révolté après Tchernobyl, mais là, la société japonaise se révolte et dire non, on ne veut pas, on n'accepte pas, je dirais, cet état de fait que le nucléaire, eh bien, est une bonne solution. Parce que c'est ça, en fait, qui est en cause actuellement, qui est en débat au niveau du Japon. Or, tout ce qui a été mis en place après Tchernobyl, c'est-à-dire les programmes où on a étudié les populations qui vivent en zone contaminée, aboutissent à la conclusion, on peut vivre, je dirais heureux, peut-être pas heureux, mais en tout cas on peut vivre en zone contaminée. C'est totalement acceptable par les populations, il suffit de s'y prendre d'une certaine manière. Voilà les programmes qui ont été mis en place au niveau européen après Tchernobyl. Eh bien, on est en train de mettre en place les mêmes choses au Japon, c'est-à-dire habituer les populations à vivre en zone contaminée, à oublier la radioactivité. Et ça, pour moi, c'est criminel. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas tiré les leçons de Tchernobyl, nous les citoyens.
et les responsables politiques, évidemment, n'ont pas tiré de leçon de Tchernobyl, ou du moins, le lobby mondial a compris qu'on pouvait gérer un accident nucléaire en le rendant acceptable par les populations. C'est ça, en fait, Ouais, qui est en train de se jouer actuellement. Il faudrait mettre des guillemets pratiquement à tous les mots, parce que gérer la situation, il est clair qu'il ne la gère pas, et voilà, acceptable, enfin, ce sont tous ces mots qui sont... Bon, écoute, Bien sûr. Bien sûr. voilà, on est arrivé, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup pour ton intervention, ton éclairage, et puis c'était quand même pas tout à fait pro-nucléaire, hein, ton intervention. Ah non, Quand mais vous dites que vous n'êtes pas pro-nucléaire. anti-nucléaire, C'est clair. je sens quand même quelque chose là. C'est clair. Il est très Bon. critique par rapport à tout ce qui se fait. Hein. Alors c'est vrai qu'on assimile souvent être critique à être anti. Moi je respecte évidemment, mais c'est trop facile après de dire mais puisque vous êtes anti-nucléaire, votre parole n'a aucune crédibilité. Ben, c'est totalement nul ça. Bon, Il n'y a que... Non, mais vous êtes des scientifiques engagés. Il n'y a qu'en France qu'on entende des choses comme ça. Oui. Parce que si être anti-nucléaire, ça veut dire être irrationnel, être débile, mental, etc., je veux dire, c'est dingue qu'on en assimile cette idée-là. Hein. C'est-à-dire, si vous êtes anti-nucléaire par principe, eh bien, ça veut dire que votre discours n'a aucune valeur scientifique, philosophique, politique, etc. Alors que le discours des antinucléaires, ça fait, moi je le connais depuis très longtemps, et je me rends compte, c'est que ceux qui se sont jamais trompés sur le nucléaire, c'est bien les antinucléaires, je suis désolé. Hein, c'est-à-dire, ils avaient annoncé les catastrophes avant qu'elles se produisent. Voilà, les Cassandres. On joue les Cassandres. Exactement. Ça nous est suffisamment reproché. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, et à très bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Et vous pouvez joindre le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône à notre adresse mail collectif-antinucléaire13@orange.fr, et sur notre blog collectif antinucléaire 13wordpress.com, où vous retrouverez en particulier toutes nos émissions de radio enregistrées depuis 1 an et demi sur Radio Galère. Merci à Rémi pour la technique, et à dans 15 jours.